Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview dans la série Ils ont osé. Aujourd'hui, c'est Elle a osé et j'accueille Karine Champagne. Bonjour Karine, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien et toi? Merveilleusement bien. C'est une journée phénoménale. Oui, c'est une belle journée effectivement qui vient de commencer pour toi, qui est déjà bien avancée pour les Européens. Et Exact. Et si j'ai voulu accueillir Karine, Karine, je l'ai connue en tout premier en vidéo, en allant regarder une de ses conférences à l'Académie Zéro Limite. Oui. Et j'ai été complètement en amour. Je vais dire, je suis tombée en amour, pour parler comme vous, de ton énergie, de ton enthousiasme. Oui. Et après, j'ai eu l'occasion de te rencontrer en vrai au Mexique avec beaucoup de bonheur. Oui. Et voilà, donc je me réjouis de l'interviewer. Je suis super contente de pouvoir vous faire connaître Karine. Peut-être qu'il y en a certainement qui la connaissent déjà, mais en tout cas, pour moi, ça a été une découverte très inspirante, je vais le dire comme ça. Donc, bienvenue Karine dans cette interview. Merci, merci, merci de cette divine présentation. Ça me touche vraiment beaucoup. Karine, est-ce que tu veux ajouter autre chose dans ta présentation? Parce que je n'ai pas beaucoup parlé d'où tu venais. Je me suis dit que tu en parlerais mieux que moi. On peut y aller en deux parties. La première partie, c'est que j'arrive d'un milieu professionnel plutôt rigide où j'ai été lectrice de nouvelles. Je ne sais pas si c'est le terme que vous employez aussi en Europe. C'est moi qui faisais la lecture du bulletin de nouvelles, des informations le matin, surtout, sur une chaîne privée de télévision où j'ai fait ça pendant 21 belles années. J'ai adoré ça. J'ai toujours su que j'avais un don de la communication. J'ai toujours su que c'est avec ma voix VOIX, mais là, il y a la voix VOIE qui s'est ajoutée, mais je savais que c'était ça que je venais faire, communiquer. Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte qu'il y avait une autre forme de communication. Plutôt qu'utiliser les mots pour faire peur, créer la division, on ne rentrera pas dans les détails, mais si on regarde juste ce qui se passe en ce moment, j'aurais été dans les médias à encourager les gens à choisir telle option, telle option, telle option. J'aurais créé la peur, j'aurais montré des statistiques, j'aurais fait des sondages et c'est ce que j'ai fait pendant certaines années. J'ai quand même beaucoup aimé transmettre l'information, mais je me suis rendu compte à un moment donné que ça ne vibrait plus et que je pouvais faire beaucoup plus avec ma voix VOIX et ma voix VOIE. Et là, je me suis retirée du monde des médias alors que tout le monde dit, mais voyons, ça ne fait aucun sens. Tu ne peux pas faire ça. Il y a tellement de gens qui rêvent de faire ton métier. Pourquoi tu l'abandonnes? Je l'abandonne dans cette forme-là. Je vais me recréer sous une autre forme. Et j'ai choisi, j'ai commencé à faire du coaching, à parler de différents sujets. J'ai commencé tout de suite avec des sujets qui sont peut-être encore jugés plus tabous, comme la dépression, la prise en charge, la médication, parce que ça arrivait de mon histoire à moi. Et là, je l'ai fait évoluer, comme on est parti de la dépression et du sport comme puissant antidépresseur, à utiliser peut-être une façon de penser complètement différente pour créer plus d'espace dans notre vie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu, parce que ce que je rencontre souvent dans les gens qui changent, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être la maladie, ça peut être un Oui. licenciement, ça peut être, voilà, tout d'un coup, quelque chose qui est complètement à côté de nos valeurs. Donc, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait basculer dans autre chose? Oui, le plus gros élément déclencheur, je dirais que ça a été la dépression, mais c'est ce qu'on appelle la dépression dans cette réalité-ci. Avec du recul, je l'ai traité, cette dépression-là, j'ai été 6 mois arrêtée, mais avec du recul, je comprends juste que c'est des capacités, c'est un éveil spirituel, c'est des capacités énergétiques que je ne reconnaissais pas, la capacité de capter les pensées des gens de mon étage où je travaille, la capacité d'extirper des douleurs. Donc, c'est vraiment des capacités que je développais alors que je croyais que c'était moi qui étais en tort ou qui étais malade, alors que c'était réellement, carrément un éveil spirituel. Je suis pas mal certaine, en tout cas. Et même si j'ai eu un diagnostic de dépression, je pense qu'on ne va pas au-delà du médical dans cette réalité-ci. On pourrait aussi questionner, est-ce que c'est une capacité à capter les énergies et les pensées des autres? Je te dirais que c'est vraiment ça. Donc, je suis revenue quand même au travail après, beaucoup plus détendue, avec une
Je me suis fait une promesse à ce moment-là que je ne retournerais jamais dans un état dépressif, que j'avais découvert assez quels étaient mes signes et symptômes pour me réajuster et me réaligner à mes valeurs. Donc, du moment où il y a eu cet autre épisode qui semblait se pointer, j'allais voir un médecin qui m'a dit « Non, non, Karine, ce n'est pas une dépression, tu es juste écœurée. Tu n'en peux plus de ce milieu-là, alors je te suggère fortement de donner ta démission. » Et c'est ce que j'ai fait 3 semaines plus tard. J'ai donné ma démission et je suis partie. Merci. Donc, c'est la maladie, en fait, hein, quelque part. Et ouais. Donc, moi, la dépression, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai vécu avec une maman dépressive. Mes frères ont fait de la dépression. Enfin, il y a beaucoup de dépression dans ma famille. Ouais. Et quand tu dis, je captais les pensées, les émotions des autres et j'observe ça. Et comment tu as fait, toi, pour apprendre à faire ta part, apprendre ce qui t'appartenait et à séparer ce qui venait des autres? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le chemin qui permet de sortir de la dépression. Oui. Et quelque part, la médecine traditionnelle, elle ne te donne pas de clé. Elle met, moi, je dis, elle met une plâtre sur une jambe de bois et oui. En espérant qu'elle guérisse. Ce qui peut aider, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, hein. Ça peut aider. Et en même temps, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, comment toi, tu as fait ce passage-là? Je me suis rendu compte que j'avais une grande, grande dépendance et cette dépendance-là, elle est probablement universelle. Je ne parle pas de dépendance à la drogue, je ne parle pas de dépendance à l'alcool, au sexe, au magasinage ou au travail. Je parle de la dépendance au jugement. Mm-hmm. Il y a une dépendance à la validation. Et j'ai commencé à me sevrer de cette dépendance à la validation à travers un épisode dépressif. Je me suis rendu compte que j'avais de la difficulté à reconnaître ma propre valeur. Donc, j'étais toujours, puis en étant sous l'œil de la caméra, je suis constamment en train de me faire dire où je suis belle, où je ne suis pas belle, où mes cheveux sont beaux, où mes cheveux sont laids, où les gens m'aiment, où ils aiment mieux la personne qui me remplaçait. Donc, je suis constamment toujours en train de recevoir du jugement, puis le jugement étant positif ou négatif. Hein. Tu peux être très bien dopé à tout ce qui est positif parce que tu as comme besoin de te faire dire « t'es belle, t'es bonne, t'es fine, sinon tu deviens absolument rien ». Donc, j'ai commencé à me sevrer de cette dépendance-là pour intrinsèquement retrouver ma propre valeur et ne jamais douter de qui je suis indépendamment de ce que les gens pensent de moi. Dit comme ça, c'est comme « wow, ça a pris combien de temps? » Ça a pris plusieurs années, je veux juste vous le dire. Je vous fais un résumé d'une curiosité envers la spiritualité ou le développement personnel ou les énergies et les questions, appelez ça comme vous voulez. Et aussi, en me rendant compte, Access le disait clairement, Eckhart Tolle le disait aussi très, très clairement, c'est 98 à 99% de nos pensées ne nous appartiennent pas. Mm-hmm. C'est énorme! 99% ou 98%, si on veut être généreux, de tout ce qui te passe par la tête ne t'appartient pas. Donc, tu as des capacités à capter toutes les pensées parce que toi et moi, on est des êtres infinis. Hein? Notre corps est dans notre énergie. On a longtemps pensé que c'est notre énergie qui était dans notre corps, mais c'est l'inverse. Notre énergie est grande comme ça, puis notre corps il est à l'intérieur. Mais ton énergie et mon énergie n'ont pas de fin. Donc, mon énergie peut aller jusqu'à toi, même si on est à des milliers de kilomètres. Ton énergie peut s'en venir à moi. C'est la même chose pour les gens qu'on ne connaît pas, qu'on est liés de près ou de loin. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a une énorme capacité énergétique à reconnaître pour pouvoir avoir encore plus de plaisir dans la vie. Est-ce que tu me suis quand je parle comme ça? Est-ce que tu captes ce que je veux dire? Ah, moi, je capte très bien, oui. Oui, OK, génial, c'est ça. Non, je capte très bien et tu as utilisé un mot qui me semble très important. Tu as dit intrinsèquement. Oui. C'est que la solution, elle est à l'intérieur. À l'intérieur. Et même si on déploie notre énergie, qu'on peut la capter, on fait partie du tout, en fait. Oui, t'en plais ça. Tout en étant unique. C'est un peu compliqué pour un mental qui raisonne. Oui. Et qui analyse. Oui. Et en même temps, tu as vraiment utilisé ce terme, et moi, je crois que la solution, elle est là, c'est qu'on a aussi tout à l'intérieur de nous. Oui. Donc, on a nos solutions aussi à l'intérieur de nous.
Oui, je dirais l'univers, Dieu, la source, la lumière, appelez ça comme vous voulez, peut peut-être t'envoyer ce qu'on appelle ici un problème, mais il y a toujours la solution avec. On nous balance jamais juste une chose, on nous balance aussi les capacités à développer la conscience, à élever les questions, à poser la vibration à reconnaître. Oui, on peut avoir une vie très linéaire sur le plan terrestre, utiliser comme quoi on est rationnel parce que c'est une excellente excuse pour ne pas plonger à l'intérieur. C'est souvent ça. Les gens, avec qui j'ai eu des discussions super intéressantes, c'est tout le temps des gens qui disent « Oui, mais moi, je suis rationnel. » Oui, non, mais est-ce que tu utilises ça comme une excuse pour éviter d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Puis, tu avais quel âge quand tu t'es fait dire par ton père ou ta mère comme laisse faire tes histoires d'amis imaginaires. Ça a contracté, puis tu t'es dit, j'ai le tort quand je pense comme ça. Puis la plupart du temps, ils sont comme, ouais, et ils sont capables d'avoir un lien avec quand ils étaient enfants où ils ont juste fermé ceci parce que ça a été jugé ou invalidé par quelqu'un de la famille. Par l'autorité quand même souvent, qui représente une autorité. Oui, mais cette autorité-là, tu sais, elle n'est jamais bonne ou mauvaise. Elle est là pour nous faire cheminer. On choisit nos parents ou nos enfants ou nos partenaires, en tout cas les gens proches de nous, comme étant de puissants mentors qui pourraient, oui, appuyer sur nos boutons de tous les blocages, mais leur présence est un cadeau parce qu'on peut outrepasser tous ces blocages-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça prend tellement de sens. On a l'impression que ces gens-là n'ont pas été fins avec nous, puis on était des victimes, mais quand je pense que la personne n'a pas été fine avec moi ou je suis une victime de ses décisions, je ne m'empuissance pas. Je deviens juste tributaire de chaque pensée, geste, action qu'une autre personne va exécuter contre moi. Alors que du point de vue céleste, divin, de la lumière, c'est pour moi que ceci arrive. Ouf. Il y a une petite vibration qui vient de passer. Ça peut être ardu à penser, mais pour moi, ça me donne tellement plus de puissance, de possibilités, de chemin et d'univers à découvrir que je me dis, OK, si ceci m'arrive, est-ce que ça arrive contre moi ou pour moi, ça arrive pour moi? Qui puis-je être à partir de maintenant qui me permettrait de outrepasser ceci? C'est génial ce que tu dis parce que moi, j'appelle vraiment de conscience horizontale et conscience verticale, c'est-à-dire que dans l'horizontalité, on pense que c'est les autres qui sont la cause de nos émotions, de nos sentiments, de ces événements qui viennent nous perturber. Et dans la conscience verticale, pour moi, c'est qu'on prend pleinement notre responsabilité et c'est en prenant notre responsabilité qu'on reprend notre pouvoir aussi. Tellement. Et j'adore ce mot, comment tu as dit ça? Impuissancé, c'est ça? Impuissancé, exact. Moi, j'invente des mots, OK? Quand il y a un mot qui ne correspond pas à ma vibration, je l'invente. Tu sais, il y a le mot empowerment en anglais qui a été traduit par empuissancé. Et à certains endroits, je l'ai vu. Mais là, moi, j'ai rajouté le S apostrophe parce que je veux empuissancer les autres, certes, mais je vais commencer par moi. Ouais. Et là, j'ai mis un S pour comme c'est sans puissance. C'est comme comment puis-je retrouver toute ma puissance qui va me permettre ensuite de l'irradier pour les gens qui vont le choisir, puis d'être un déclencheur pour des gens qui vont choisir de s'empuissancer également. Ouais, j'adore. Merci. Tu as plusieurs fois parlé de questions. Ouais. Et je t'ai entendu dans un live aussi dire, moi, je commence mes journées avec des questions. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la puissance, parce que je sens la puissance des questions quand on parle, sans vraiment connaître ce qu'il y a autour. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, comment tu en es arrivé là? Oui. J'ai découvert une modalité qui s'appelle Access Consciousness. Je vais rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment à travers cette modalité-là énergétique que j'ai découvert vraiment ce que c'était la question pour faire ensuite des liens sur ma propre vie depuis ma naissance jusqu'à cette découverte-là, que j'avais toujours utilisé la question pour créer ma vie. Et probablement que plusieurs d'entre vous avez aussi utilisé la question, mais de façon peut-être un peu plus consciente. Donc, la modalité Access m'a juste permis de devenir plus consciente à ce qui pouvait se produire dans ma vie et de quelle façon je pouvais demander les choses.
Par exemple, je me souviens bien avant de découvrir le monde de l'énergie, je vais juste te donner un exemple. J'étais dans une relation où j'étais très, très malheureuse, où j'avais un jeune enfant et je ne savais pas quoi faire. Et là, j'ai juste posé la question à l'énergie. Si je reste avec cet homme-là, et c'est rien contre cet homme-là, c'est juste la situation, si je reste avec cet homme-là, quelle sera ma vie plus tard? Et si je ne reste pas avec cet homme-là, quelle sera ma vie plus tard? Et quand j'ai posé la question, en restant, si je choisissais je reste, par exemple, je devenais malade. J'ai perçu une énergie sombre, j'ai perçu un potentiel cancer, j'avais énormément de tristesse. Ça m'a vraiment troublée de me dire, wow, c'est pas le fun. Puis je me souviens d'avoir dit à des copines, si je reste, je vais en mourir. Mais ça n'avait pas rapport avec la violence. Ça avait rapport avec, intrinsèquement, qu'est-ce qui se produirait dans mon corps. Puis quand je posais la question, si je le quitte, qu'est-ce qui se passe? C'était lumineux, c'était léger, c'était joyeux. Fait que je me suis rendu compte qu'avec cette question-là, j'avais déjà choisi un nouveau futur en suivant ce que l'énergie me dictait. Mm-hmm. Donc, par exemple, dans mon quotidien en ce moment, c'est comme, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va créer plus d'espace? Ma question, puisque pour toi, pour moi, l'entrevue arrive le matin, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire ce matin afin d'être en énergie pour Anne-Chantal et les gens qui vont regarder le podcast? Comment j'ai médité, j'ai écrit, j'ai parlé à Dieu, parce qu'en ce moment, Dieu étant pas le Dieu religion, mais le Dieu comme universel, le divin, la lumière. Je suis comme, OK, j'ai une discussion avec lui, j'ai respiré, j'ai demandé à mon corps, qu'est-ce que je pourrais porter aujourd'hui qui ferait que ça serait amusant, léger, que je me sentirais bien. Donc, je suis constamment en train de jouer avec les questions pour créer ma vie. Comme ça, je n'ai jamais d'avenir prévisible, je n'ai que la question qui crée et qui m'ouvre des portes encore et encore et encore. Je trouve ça incroyable parce que, comme tu dis, le fait de poser la question le matin, eh bien, ça veut dire que tu n'as pas le chemin tout tracé. Et ça, je pense, comment dire ça? Quand on est entrepreneur, ça me semble plus simple que quand on est salarié, tu vois, où on a beaucoup plus d'injonctions qui viennent de l'extérieur. Alors, tu vas me dire, on a choisi de rester salarié, on a choisi d'être là-dedans. Mais on peut l'appliquer facilement. En fait, on peut vraiment l'appliquer. La question s'applique vraiment partout. Par exemple, déjà le matin, qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que tu as envie de porter? Tout ça, tu comprends que je sois salarié ou entrepreneur, je peux le faire. Oui. Si, par exemple, j'ai un meeting avec mon patron ou mes collègues de travail, je pourrais poser la question suivante, quelle énergie puis-je être pour mes collègues de travail? Puisque je suis un être d'énergie, je peux constamment moduler puis m'harmoniser avec les gens. Si, par exemple, je viens pour intervenir avec une personne et que j'interviens toujours de la même chose, de la même façon, et il y a toujours, par exemple, des tensions, je vais juste prendre un exemple. OK, qui puis-je être aujourd'hui qui me permettrait d'avoir une conversation simple, légère et joyeuse avec ce collègue de travail-là? Comment puis-je être en réponse au lieu d'être en réaction avec ce collègue-là? Avec des mots, c'est très lent. Là. Tu vas me dire peut-être, mon Dieu, comment je vais faire? Moi, je me suis entraînée à poser des questions. C'est ça que je fais. Je m'entraîne. Au même titre que je me suis entraînée de sédentaire à faire un Ironman, je me suis entraînée à poser des questions. Je me suis entraînée à penser autrement. Donc, au lieu de dire « Oh non, encore un meeting avec mes collègues, mon employeur, peu importe », je me dis « Ah, quelle énergie je peux être aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait se produire aujourd'hui que je ne peux pas imaginer? » Au lieu d'arriver avec la conclusion que ça va être désagréable, je passe à la question. Même chose avec mon conjoint, même chose avec mes enfants. Quelle énergie je peux être pour mes enfants? Et si j'étais tellement moi aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais créer? Est-ce que tu vois, avec des mots, encore là, c'est très, très lent, mais à un moment donné, en pensée puis en énergie, ça va extrêmement rapidement. Je réalise en t'entendant parler que, en fait, inconsciemment, je me pose des questions, moi. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Et certainement qu'il y a plein d'autres personnes qui nous écouteront, qui prendront conscience qu'elles se posent des questions. Oui. Parce que c'est bien parce qu'on se pose des questions qu'on va aller vers le changement. Oui. C'est ça qui nous permet d'aller vers le changement, je dirais.
Oui. Puis c'est vraiment, tu sais, des questions qui sont très ouvertes. Il y a pas de... OK, en journalisme, on appelle ça la question chargée. On fait souvent ça dans les médias quand on pose la question, que ce soit à un premier ministre, à un président ou peu importe. Oui, mais vous devez avoir peur que... Donc, tu vois, je ne pose pas vraiment une question. Non. Non, j'ai une conclusion, j'ai un point de vue que j'émets auquel j'ajoute un point d'interrogation. J'imagine que tu vas me dire telle affaire. C'est pas une question, ça. Est-ce que j'espère que vous captez aussi à la maison qui nous écoutez la différence. Donc, de quelle façon pouvons-nous peut-être affiner notre capacité à poser des questions en étant très ouverte et en ne mettant jamais de conclusion, de fermeture, de décision ou de point de vue intéressant dans notre question? Hey, ça doit être dur ton divorce. Je te donne un exemple. Tu sais, on va avoir tendance à projeter à quel point ça peut être difficile, alors qu'on pourrait juste poser la question, quelque chose comme hey, comment ça se passe dans ton univers depuis que tu as choisi de divorcer de ton mari, par exemple? Ah, ça se passe bien, ça se passe, je suis bien entourée, donc je ne suis pas en train de projeter que ça doit être difficile. Tu vois la nuance? Oui, je vois très bien. Oui. Très bien. Ouais. Ouais. Comment tu as passé, parce que tu étais salarié, tu as démissionné, tu deviens indépendant. Et moi qui accompagne les gens dans la transition professionnelle, la grosse question, c'est comment je vais faire cette transition au niveau financier. Mm-hmm. Et comment toi, ça s'est passé, cette transition pour partir dans l'entrepreneuriat? Bien souvent, avant de quitter le statut de salarié, vient un bon nombre d'inconforts, d'irritations et de contractions. Hein? Tu ne fais pas un coup de tête comme ça, comme « Oh, tiens, ce matin, je me lève » ou c'est bien, bien rare. Hein? Ça veut dire qu'on est insatisfait, on aime moins ça, on commence à regarder à gauche, à droite. À chaque irritation que j'avais, pendant les peut-être 2 années avant de faire cette transition-là de salarié à entrepreneur, à chaque irritation que j'avais, je diminuais mes dépenses actuelles, mes dépenses que j'avais au quotidien et je mettais un petit peu plus d'argent de côté. Je me suis créé un coussin financier. Plus je détestais mon travail ou plus j'étais inconfortable, plus je bénissais ma paye quand je la recevais et plus j'en mettais de côté. Oui. OK. C'est super fort de faire ça, parce que souvent, c'est l'inverse. Exact. C'est que quand tu ne vas pas bien, tu vas aller t'acheter un petit habit, un petit bibelot, souvent même la nourriture. Hein. Tu vas te prendre un petit gâteau. Donc, généralement, c'est souvent ce que je peux observer, moi qui accompagne aussi les gens en lien avec la relation à l'argent, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc là, il y a quand même une sacrée force de caractère là derrière pour... Oui, puis tu sais, ça m'a permis d'avoir 3 mois de subsistance, ça devenant le cas, par exemple, que j'avais 3 mois de liquidité pour payer la maison, les voitures et tout le reste. Je savais aussi que j'avais tout l'argent de côté, accumulé les REER, je ne sais pas comment ça s'appelle de votre côté, mais j'avais une capacité financière de me dire, OK, je suis capable de faire 2 mois, 3 mois, de risquer à ce qu'il n'y ait pas d'argent qui arrive. Mais finalement, l'univers s'est vraiment bien occupé de moi financièrement, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette de vraiment toujours remercier chaque cent, chaque dollar qui rentrait dans mon compte de banque, le privilège que j'avais d'être dans l'abondance en étant salariée. Je me suis mis aussi à honorer chaque dollar que je trouvais par terre. J'ai mis de l'argent beaucoup dans mes poches aussi. Des fois, c'était le même 20 $ que je trimballais de poche en poche pour toujours toucher à l'argent et me souvenir à quel point j'étais dans l'abondance. Donc, au lieu d'être dans la peur du manque, puis de dire j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de mon Dieu, tout d'un coup je me suis dit, je vais toucher l'argent et je vais honorer chaque fois que j'y touche. Pour dévier mon mental. En fait, je ne voulais pas que mon mental cherche le manque, je voulais que mon mental honore l'abondance. Et ça m'a permis aussi de faire une transition beaucoup plus paisible vers l'entrepreneuriat. C'est intéressant de la manière dont tu as court-circuité la peur du manque. Oui. Parce que la peur du manque, elle est très importante. Là, on animait un stage l'été passé avec Christian et
sur 26 personnes, il y a 19 personnes qui reconnaissaient être dans la peur du manque. Ouais. Donc, c'est énorme. Et ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas la peur du manque, mais ce n'était pas forcément en conscience. Hein. Puis, si on jouait avec la peur du manque, la question que je poserais aux gens, parce que c'est super chouette de dire comme écrivez je sais pas moi, les mots qui remontent quand on pense à l'argent, donc il y a la peur du manque, de ne pas en avoir assez, tout le reste. Puis après, on pourrait y aller en sous-exercice en disant et à qui cette pensée-là appartient-elle? Qui dans ton univers avait la peur du manque? Donc, souvent, nos parents ont eu la peur du manque. Donc, c'est une énergie qu'on a dupliquée. Donc, on a été élevé dans la peur du manque. Donc, c'est presque un automatisme ou le pilote automatique que de penser argent et de penser peur du manque. Quand j'ai pris conscience de ça, me dire, OK, mais la peur du manque, tu sais, je me rappelle de mes parents qui disaient, par exemple, comme, ouais, mais là, on ne peut pas tout acheter, il faut choisir. Tu sais, il y avait puis c'est très correct, dans leur univers, il y avait différentes choses qu'ils devaient faire attention, qui verbalisaient qu'on pouvait capter comme étant la peur du manque. Mais je me rappelle que très jeune, moi, je me disais, quand ils me disaient, par exemple, tu sais, Karine, on va 2 semaines par année en vacances, c'est beaucoup, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis dans ma tête, écoute, je ne sais pas quel âge j'avais, 8, 10 ans, 12 ans, je me disais, ah, pas moi. Moi, ça ne sera pas ça. Moi, ça ne sera pas ça. Moi, ça ne sera pas ça. Je savais déjà qu'il y avait une possibilité encore plus grande. Donc, n'importe quelle peur que vous avez, que ce soit l'argent, que ce soit lié aux relations, que ce soit la peur d'être quitté par un conjoint ou peu importe, c'est comme, est-ce que cette peur-là m'appartient? Retour à la source. Je vais juste la renvoyer à la lumière et je vais recréer un nouveau système de pensée avec qui je suis maintenant. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça résonne, ce que je te dis? Moi, ça résonne beaucoup. D'ailleurs, on a un exercice où on rend la peur du manque. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en même temps, je pense que ça fait partie de notre société parce que archaïquement, cette peur, elle avait du sens. Oui. Donc, oui. On porte ça au niveau, comment? C'est même plus que la généalogie. Oui. Oui. C'est notre histoire d'humain quelque part. Oui. Oui. Mais encore là, c'est une duplication. Pour moi, c'est une duplication. Oui. Il y en a qui vont parler, par exemple, quand on parle de c'est génétique ou c'est l'ADN, comme si je dis ça, c'est que ça ne me crée pas d'espace pour créer un nouveau circuit ou de créer une nouvelle forme de pensée. Ce qui est le privilège en ce moment, c'est de briser des cycles de pensée. C'est pour ça qu'on est dans une ère d'évolution qui est si exceptionnelle. On est en train de relâcher bon nombre de cycles qui se perpétuent de génération en génération. Exactement. Dont avec l'argent, entre autres. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. En fait, moi, j'aime bien cette phrase de Martin. Je ne sais pas si elle vient de Martin, mais moi, c'est chez lui, où notre passé est un lieu de référence, mais pas un lieu de résidence. Et je trouve que ça, c'est très fort parce que c'est quand même, et dans le développement personnel, je dirais, déjà, je n'aime pas le mot développement personnel, moi, j'aime mieux croissance. Ouais. Il peut y avoir ce biais de toujours aller voir, oui, mais c'est parce que papa n'a pas fait ci, maman n'a pas fait ci, j'ai eu un prof tel et tel, j'ai vécu dans telle région, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, quand on en parlait, souvent ce sont des excuses. Oui. Je crois que oui, ce sont des excuses parce qu'on peut partir de ce qu'on a là maintenant. Et de ce qu'on a là maintenant, on peut construire, on peut bâtir ce qu'on a là où on a envie d'aller. Je ne dis pas que ça se fait comme ça, hein. Ça demande de l'énergie, ça demande de déblayer, mais on peut y aller. Ouais. Oui, puis on pourrait même se dire, et si je ne me souvenais de rien concernant mon passé, qu'est-ce que je créerais? Et si je souffrais d'amnésie partielle, une joyeuse amnésie partielle, puis je ne me souvenais pas, je refusais de retourner. Même pas en point de référence, même pas en point de résidence. Puis c'est correct de le faire, puis de revenir dans le présent, mais comme, OK, si je ne savais pas c'était quoi. J'avais une discussion avec mes clients ce week-end où on parlait de vieillissement, puis j'ai juste posé la question, OK, mais si on n'avait aucune idée de ce que c'était le vieillissement, qu'est-ce qu'on choisirait? On n'aurait pas de point de vue sur notre corps. Et si j'oubliais qu'est-ce que c'était le vieillissement? Parce que le vieillissement, c'est quelque chose qui est perpétué par la société, qui, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, les rides, c'est pas correct, le corps, oh mon Dieu, ça, tu vieillis. C'est moi qui, non, je n'ai envie d'avoir aucun point de vue sur le vieillissement. Je n'ai envie d'avoir aucune référence sur le vieillissement. Si je ne sais pas c'est quoi le vieillissement, est-ce que je juge mon corps? Non.
parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Ça crée plus d'espace dans mon univers. Je vais arrêter d'avoir des points de vue sur ceci. Comme, OK, relâche. Aujourd'hui, comme, wow, j'ai un corps, c'est magnifique. Je peux faire plein de choses. Je n'ai pas envie de voir les défauts de mon corps. J'ai envie de voir la puissance de mon corps. OK. Ça, là, tu viens me chercher. Oui. Alors, chercher en lien, j'ai pas de problème avec le vieillissement et en même temps, la réalité fait quand même que maintenant, quand je me regarde dans un miroir, ben, je vois que j'ai des rides, que je commence à en avoir ici, que je le vois. Je veux dire, c'est une réalité. Oui. Après, il y a ce que j'en fais de ce que je vois. Oui, en plein ça. Mais t'imagines si on n'avait aucun point de vue, si on n'avait pas acheté que les rides, c'était un signe de vieillissement ou parce que là, on a vu de la publicité, on a été bombardé par des images, je le vaux bien, la jeunesse éternelle, réduisez vos rides, paraissez 10 ans plus jeune. Comme, mais qu'est-ce que c'est? 10 ans plus... Par rapport à quoi? J'ai les cheveux blancs, j'ai pas 50 ans. Ah, mais tu fais plus vieille que ton âge. Je dis, mais c'est quoi faire plus vieille que son âge ou plus jeune que son âge? Puis quelle est la valeur de constamment... Je comprends pas ce dialogue-là, ultimement. Je suis profondément jeune et puissante ou énergétiquement tellement wow que je ne comprends pas pourquoi la valeur de mon corps, on a besoin de mettre autant d'étiquettes sur mon corps. Je ne suis pas ça. Mon corps, il est juste de passage de toute façon. Je suis un être infini dans une expérience terrestre. Je suis venue évoluer. À un moment donné, je vais quitter mon corps, je vais me retrouver dans une autre réalité sans la densité physique, puis pouf, je vais continuer ma vie juste sans corps. Je trouve il y a quelque chose d'incohérent dans notre façon de voir, même avec la croissance personnelle et le corps. Comme, non, je suis juste un être d'énergie, puis je viens jouer ici. Je viens expérimenter ce que c'est le vieillissement. Je viens expérimenter le détachement. Je viens expérimenter le non-jugement. Voici ce que je viens faire avec mon corps dans cette réalité-ci. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. C'est-à-dire que on en revient à ce que on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comment je me sens moi. Oui. Et si moi, je peux me sentir... moi, je me sens peut-être même plus jeune que quand j'avais 30 ans, tu vois. Oui. Où mon corps paraissait plus jeune. Oui. Et c'est toujours la réalité, elle est à l'intérieur de nous, elle est au-delà de ce qu'on peut présenter physiquement. Oui. Très clairement. Oui. Puis, j'en ai pas contre les retouches, puis c'est pas parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, OK, si tu es un être spirituel, ça veut dire que tu es contre le Botox, tout le reste. » Ça n'a rien à voir. Juste, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça crée plus pour moi? Est-ce que c'est pas dans une optique de rester jeune éternellement, mais est-ce que ça me ferait du bien quand je me regarde dans le miroir? Ben, pourquoi pas? C'est vraiment une discussion avec ton corps sur comment j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de fleurir, comment j'ai envie d'aller vers cette grâce du corps. Puis même avec la ménopause, la préménopause, j'ai posé des questions à mon corps comme, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va acheter peut-être aussi beaucoup de points de vue sur, quand il y a la ménopause, on engraisse, il se passe ci, il se passe pas. Je ne dis pas que c'est ça ou c'est pas ça. Mais je me souviens d'avoir lu sur la ménopause et plus je lisais sur les signes et symptômes de la ménopause, plus je devenais les signes et symptômes. Parce qu'on l'achète comme étant une réalité et une obligation. Puis là, si la science le dit, c'est sûr que ça va m'arriver. Puis là, je me suis mis juste à dire, OK, c'est juste des points de vue intéressants. Et si la ménopause ou la périménopause, ou peu importe, la puberté, peu importe chacun de ces transitions-là qu'on vit physiquement, était une opportunité de communiquer, de connecter encore plus avec mon corps pour savoir qu'est-ce qui est requis maintenant pour lui? Il y a de l'énergie là-dedans. Même chose pour le syndrome prémenstruel. Je ne sais pas si vous le SPM, est-ce que vous avez ça comme... Oui, on l'appelle comme ça, oui. OK. Donc, au lieu de dire « Oh mon Dieu, je suis encore en SPM, je suis encore en syndrome prémenstruel », je pourrais juste dire « Oh, OK, corps, de quoi as-tu besoin dans cette période-ci? Plus de repos, plus d'eau. » Donc, je ne suis pas contre mes symptômes. Je prends mes symptômes comme information pour créer un nouveau chemin avec ceci. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu captes? Oui, je capte très bien et ça fait beaucoup de sens pour moi. Oui. Oui.
Tu sais, à l'époque, ils appelaient ça les tentes rouges, je pense, je sais pas, je ne veux pas approprier quoi que ce soit d'une culture et de la mésappliquer à une ou l'autre, mais quand les femmes avaient leurs règles ou elles étaient menstruées, elles étaient toutes ensemble. Donc, elles allaient se reposer. Je pense qu'ils appelaient ça les tentes rouges dans une certaine communauté X, Y, Z, là. Mais elles allaient toutes ensemble, elles passaient du temps ensemble, comme « Wow, quelle belle façon d'honorer ton corps à ce moment-là, de cette façon-là. Alors, que puis-je faire maintenant dans cette nouvelle réalité où j'irai certainement pas dans une tente avec d'autres femmes alors que j'ai peut-être d'autres occupations, mais qu'est-ce que je peux créer pour moi qui ferait en sorte que cette période-ci, cette période-là pourrait être aussi une célébration ou une forme de repos du corps. » Ouais, c'est une belle vision. C'est une belle vision et en même temps, on vit dans une société maintenant où il y a un tel rythme que, enfin, moi, je connais des femmes qui ont stoppé leurs règles bien avant la ménopause avec des hormones et qui trouvaient ça extraordinaire. Bon, moi, ça m'a toujours beaucoup dérangée. Même la pilule, j'ai arrêté. Juste avant d'avoir mon premier enfant, je n'ai plus jamais repris parce que je sentais que ce n'était pas bon pour mon corps. Oui. Donc, voilà, on a trouvé d'autres moyens. Et en même temps, il y a comme un matraquage, je vais le dire comme ça, il y a un matraquage. Et je ne sais pas comment c'est au Québec, mais par exemple, nous, à partir de l'âge de 50 ans, on reçoit un appel toutes les années pour aller faire une mammographie. Oui. Et pour moi, c'est un choix perso d'aller faire ça ou pas. Oui. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Mais je ne le dis pas là, je le dis publiquement. Mais je le dis très souvent, je ne le dis pas parce qu'on me regarde avec des yeux comme ça, comme si je prenais un risque incroyable. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que statistiquement, il y a les pays qui ont fait énormément de mammographie, il n'y a pas moins de femmes qui décèdent du cancer du sein. Donc, on pourrait utiliser la question. Donc, au lieu d'être... C'est un choix personnel. Puis ce que j'ai aimé par rapport aux hormones, c'est que tu disais, moi, ça ne fonctionnait pas dans mon corps. C'est comme, merci, bravo pour cette conscience du corps. Ça ne veut pas dire que l'autre personne qui prend des hormones le fait contre son gré. C'est comme, est-ce que... Puis comme le vaccin, tu sais, il y a des gens comme, est-ce que mon corps veut recevoir le vaccin? Oui, non. Est-ce que ça va créer quelque chose? Oui, non. On peut aussi choisir que ce soit le vaccin, les hormones, la médication. Je vais juste en questionnant notre corps, comme est-ce que c'est correct pour toi si je choisis ceci? Puis pour la mammographie, j'approche moi aussi, puis je vais juste poser des questions à mon corps. Corps, est-ce que c'est le moment? Corps, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu veux qu'on aille voir? Si j'entends oui, je vais y aller. Si j'entends non, je n'irai pas. Mais je vais poser la question à mon corps. Je n'irai pas avec le mental ou avec la résistance, par exemple. Je vais juste utiliser la question corps. Ou fais-moi signe quand ça va être le temps de passer la mammographie. Oui, je trouve très intéressant. Et en même temps, est-ce que tu ne crois pas que le fait d'avoir certaines informations ou pas va faire que les réponses du corps vont quand même être peut-être différentes, même si tu ne y vas pas par ton mental, mais c'est comme si tu as peut-être une carte, tu sais, la carte mère de l'ordinateur, ouais. qui est organisée différemment, tu vois. C'est une question, hein, je n'ai pas la réponse. Oui, mais je pense que le corps est très, très intelligent. Si on regarde les enfants, par exemple, naturellement, quand ils sont petits, même si tu leur présentes un gâteau, Thomas, mon plus jeune, était comme ça. Il mangeait, puis on lui offrait, par exemple, le dessert, puis il disait « Ah non, j'ai plus faim ». Il était comme, il suivait le rythme de son corps. Un enfant qui a soif va boire son lait, puis quand il n'a pas soif, il le pousse, puis c'est terminé. Puis on pourrait se dire « Oh mon Dieu, il a juste bu 2 onces, il va mourir de faim », mais il le sait intrinsèquement qu'est-ce qui est bon pour lui. Hein? Ils savent comment faire. Les animaux savent comment faire. Ils lèchent leurs plaies, ils vont prendre du repos. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on retrouve cette aisance-là du corps? De savoir, oui, c'est le temps d'y aller. Non, c'est pas le temps d'y aller. J'ai une copine, je vais te raconter cette histoire-là, qui posait des questions à son corps, puis elle avait extrêmement mal au ventre. Puis à un moment donné, elle fait juste dire à son corps, « Corps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Puis elle a entendu la vibration. Tu sais, je comprends que si vous ne l'avez jamais expérimenté, c'est peut-être ardu de capter ceci, mais son corps, il a dit « Appelle l'ambulance ».
Alors, elle a appelé l'ambulance, elle a enlevé ses bijoux, elle a descendu les escaliers, elle a ouvert la porte de chez elle, elle a perdu connaissance, les ambulances sont arrivées à ce moment-là et elle avait une péritonite ou quelque chose qui avait éclaté dans son ventre. Son corps lui avait dit, c'est le temps d'y aller. C'est l'exploration du corps. Est-ce que c'est du premier coup qu'on va l'avoir? Est-ce que des fois, on peut être teinté par des points de vue? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je m'entraîne comme corps. Est-ce que tu veux boire du lait, par exemple? Corps, est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça fait si je prends ceci? Oh, je me sens faible. OK, je ne le prendrai pas. J'ai expérimenté. La curiosité, ça se développe. La curiosité du corps, ça se développe. La curiosité de la réponse, la curiosité de comment je pourrais penser autrement. C'est de la croissance personnelle, c'est de la bienveillance envers soi. On va au-delà du rationnel, je le comprends. On va au-delà de si je fais ça, ou on va même au-delà de l'algorithme. Là. Si 1 plus 1 égale 2 ou 0, 1, 0, 1. Non, on va au-delà de ça. On va comme, OK, je suis unique. Donc, si je suis unique, j'ai mes propres réponses qui sont uniques et qui pourraient ou pas ressembler à d'autres réponses. Comment est-ce que j'ai envie de jouer avec ceci à partir de maintenant? Merci beaucoup, Karine. C'est très, très inspirant. Ah, grand plaisir. Grand Mais il y a des plaisir. choses qui se passent. Moi, je me rappelle quand un de mes enfants était malade et donc on avait un médecin qui était médecin et homéopathe. Donc, on traitait plutôt avec de l'homéopathie. Et souvent, par téléphone, je n'allais même pas consulter. Et un jour, j'ai vu mon fils et je dis, non, mais là, je dois aller chez le médecin. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui se passe. Et effectivement, il avait une pneumonie. Oui. Donc, ça demandait un traitement un peu plus, oui. un peu plus puissant. Mais je l'ai senti dans mon corps. Oui. Et ça, je crois que... Je crois, oui, comme tu dis, on est calibré comme ça et ça se perd en route. Et il y a des personnes qui le perdent plus ou moins. Moi, je vois vraiment que je l'ai perdu complètement et je me le suis réapproprié après coup. Oui. Puis merci de partager. C'est vraiment, ça me donne des frissons partout dans le corps. T'imagines, et plus on reconnaît cette capacité-là, donc on prend cet événement-là où tu as reconnu clairement qu'il y avait urgence d'aller consulter, d'aller chercher un médecin, j'honore ça. Et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses reconnaître dans toutes les sphères de ta vie à quel point c'est présent, cette pulsion-là, cette sensation-là, ce chemin-là qui s'ouvre devant toi en disant « OK, c'est maintenant ». Même chose quand j'ai donné ma démission, tu sais, tantôt on l'a évoqué légèrement. Il y a une journée où je savais « OK, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se fait. » La porte, elle s'était ouverte. C'est comme, est-ce que c'est aujourd'hui? Non. OK. Est-ce que c'est aujourd'hui? Oui, non. OK. Est-ce que c'est aujourd'hui? Non. OK. Est-ce que c'est aujourd'hui? Oui. Go. La question au service de l'énergie qui ouvre des portes. À ce moment-là, tu l'as su et je te dis un gros bravo. Ça vaut vraiment plein de reconnaissance sur, OK, mais où ailleurs est-ce que j'ai agi comme ça? Où est-ce que je l'ai su intrinsèquement? C'est ça le savoir infini. Oui. 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 Oui, ben, moi, je peux te dire que la maison où on habite, ça a été ça. Oui. Mon premier travail, là où on habite maintenant, ça a été ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont venues comme ça, en fait. Oui. Bravo. Mais inconsciemment, à l'époque. Oui. Tu vois? Mais est-ce que c'était... Oui, c'est ça. Inconsciemment, consciemment, on pourrait en discuter, mais c'est une forme de... C'est ça, puis ça devient tellement fort que tu peux juste pas passer à côté. Oui, c'est ça. Ça devient choiceless. En anglais, on dirait choiceless et j'adore ce mot-là. J'arrive pas à le traduire ou à inventer un mot qui est aussi puissant en français. C'est il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Oui. C'est lui. C'est un incontournable, en fait. Oui, absolument. Un choix incontournable. Absolument. Karine, on arrive au bout de cet entretien très passionnant. Je continuerai volontiers avec toi. Ah oui! Mais si tu avais... Alors, tu nous as déjà donné plein de pépites, plein de conseils, mais si tu avais un conseil à donner aux personnes qui hésitent à changer de travail, qui hésitent à partir comme indépendant, ça serait quoi? Je poserais la question, si je ne vais pas dans cette sphère X qui m'allume, comment va être ma vie? Et plus je résiste à cette envie peut-être d'aller de l'avant,
suis-je en train de renier toutes mes capacités, Mm. ma puissance, ma force? On prend énormément d'énergie à se contenir, à diminuer notre puissance, à limiter ses actions. Et si à partir de maintenant, on ouvrait le chemin et je fais juste bouger des mains comme dans mon univers pour créer de l'espace sur OK. Et si à partir de maintenant, je choisissais d'honorer mon corps, mon énergie et ma conscience, qu'est-ce que je choisirais? Et quand je vais avoir traversé dans l'autre dimension, parce que j'aurai fini cette expérience terrestre-là, ou peut-être les quelques secondes avant réellement de quitter le corps officiellement, est-ce que je vais me dire « et que j'ai bien fait de ne pas passer à l'action ». Je vais me dire « c'est ça, hein? » Je pense pas que je vais dire ça. Donc, peut-être que c'est pas le moment. Maintenant, ça, je le comprends et je suis pas en train de dire de faire quelconque geste qui serait précipité, qui mettrait en péril votre santé financière, votre carrière ou votre vie familiale. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en action maintenant, si ce n'est que par vos pensées, pour créer un futur qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer? Merci beaucoup. Merci. Fidèle à toi-même avec des questions. Oui. Ça en puissance tellement plus. Il n'y a jamais d'ordre. 5 trucs pour quitter sa job, j'y crois plus ou moins. 5 questions à utiliser pour créer un nouveau futur, je trouve que c'est d'empuissancer les gens encore plus. Ouais. Très clairement, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu n'induis rien du tout. Ouais. C'est ça. Donc, chacun va créer son histoire, en fait. Et c'est bien quand on crée sa propre histoire qu'on s'épanouit. Exact. On est des créateurs en puissance, des créateurs d'énergie, de fréquence, de vibration, des créateurs de mots. On est des créateurs. Et jusqu'à présent, vous avez créé votre vie telle qu'elle est en ce moment et je vous félicite pour cette création-là, même si vous dites « Oui, mais là, il y a telle affaire que c'est pas correct. » Non, magnifique toi, tu as tout créé. Bravo, célébrons. Maintenant, de quelle façon tu as envie d'utiliser ton énergie pour créer ce qui s'en vient? Merci beaucoup, Karine. Donc, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter Karine. Et dessous la vidéo, vous allez retrouver ses coordonnées, page Facebook, Insta, j'imagine. Oui, ou le site web. Sur le site web, tout est là. Ouais. Tout est sur le site web. Donc, je mets le site web. Oui, exact. Okay. KarineChampagne.ca. Oui, j'ai vu. OK. J'ai été voir. Ben oui, bien. Voilà, merci à tout le monde et à tout bientôt dans une nouvelle interview. Bye bye. Bye.